Ayashimon est un manga d'action fantastique écrit et dessiné par Yuji Kaku, l'auteur de Hell's Paradise, et prépublié dans le Weekly Shonen Jump de novembre 2021 à mai 2022. Ce manga raconte l'histoire de Maruo Kaido, un jeune homme à la force surhumaine qui, par hasard, tombe sur Urara, la fille illégitime du défunt boss des Yakuza de Kabukicho. Dans leur intérêt commun, tous les deux décident de s'associer pour faire tomber Doppo Araki, le chef actuel des Ayashimon, des monstres folkloriques qui dominent la mafia japonaise. De l'action, de la mafia, du fantastique et du folklore local, il va sans dire qu'Ayashimon avait toutes les cartes en main pour devenir un succès. Alors, pourquoi seulement 25 chapitres? Pourquoi seulement 3 tomes? Cette affaire n'était pas claire, il fallait enquêter pour enfin laisser ce manga reposer en paix. Mais tout d'abord, un petit résumé s'impose. Raël, si tu veux bien. Alors... Ayashimon commence sur... Oh, c'est trop cool. Mes excuses. L'histoire commence sur Maruo Kaido donc, un jeune homme qui tabasse des petites frappes, comme lui, parce qu'il est beaucoup trop fort pour un humain normal, comme lui. Il finit par tomber sur Urara, il l'aide, elle lui dit qu'elle veut tège le boss des Yakuza pour prendre sa place et découvrir le secret entourant la mort de son père Kiyo. Maruo lui dit Balek, mais comme ça me fait penser à un manga, let's go. Urara lui dit t'es con. Maruo lui répond manga. Serait-ce là un commentaire méta de Yuji Kaku, ou bien un parallèle paresseux et superficiel? Sur le chemin, le duo rencontre Ten, un Ayashimon un peu nul qui se fait victime par à peu près tout le monde. Quelques méchants plus loin, Maruo apprend comment fonctionne le 1v1 en gare du Nord Tokyo Japan. En animé, ça aurait eu une sacrée gueule. Quelques jumbés plus loin, Doppo Araki, le méchant, j'ai l'impression, montre toute sa méchanceté avec des tronches iconiques, non, et une mise en scène plutôt chouette, oui. Puis, après quelques caméos de plusieurs personnages très importants qui réapparaîtront plus tard dans l'intrigue, non, Doppo décide d'aller attaquer directement les gentils en personne himself. Problème, il est trop fort, il défonce Maruo, mais Urara le sauve in extremis, lui et Ten, mais laisse derrière elle sa majordome. Qui ça? Et j'ai pas le temps de tout résumer. Bref, le gang pendant 2 semaines dort dans le métro, à même le rail. Urara fait un tatouage très pratique pour le scénario à Maruo, et en avant Gagan, on va chercher de l'aide auprès des Yakuza dissidents. Des bikers qui raillent dans un métro désaffecté. Genre des urbex bikers. C'est stylé, hein, j'avoue. Comme le dit si bien Maruo, c'est comme dans un manga, donc je dois péter la gueule à mes ennemis pour qu'ils deviennent mes amis. Quelques torgnoles plus loin, le gang d'Urara bat les bikers et deviennent leurs sous-fifres. En combien de temps? 4 chapitres. Cependant, Yuji Kaku pense que ce n'est pas assez rapide et du coup rush toutes les intrigues. Kiyo le parrain est mort, on sait pas trop comment, il a désigné Doppo Araki comme successeur, on sait pas pourquoi, et il est devenu taré entre temps. Bref, le gang Urara se fait piéger dans les couilles d'un raton laveur. Hein? J'ai pas le temps de tout expliquer. Cependant, Maruo vient les sauver grâce à son entraînement extrêmement bien écrit. Non. Et il tabasse le boss des ratons laveurs avec ses potes bikers, et voilà, c'est fini. Ça l'est vraiment? C'était trop rapide, Yuji Kaku a clairement été poussé par son éditeur pour terminer son manga au plus vite. Ils ont annoncé sa fin en mai, mais pourtant tout a commencé à s'écrouler bien plus tôt. C'est alors que je me suis concentré sur le classement d'Ayashimon dans le Jump, ce que les lecteurs japonais en pensaient, et c'était terrible. Dès son 4ème chapitre noté, le manga est tombé dans le trio final, celui dans lequel de nombreux mangas sont morts, abandonnés de tous. Ayashimon n'est jamais parvenu à sortir de ce trio final. Mais pourquoi? C'est la question que je me suis posée, mais qu'on ne veut pas savoir ce qu'ont pensé les lecteurs. Alors, comment tu vas faire? Comme d'habitude. La réponse se trouve sur le cadavre de la victime. Alors, analysons Ayashimon pour comprendre ce qui n'allait pas. Et pour comprendre ce qui n'allait pas, il faut d'abord clarifier ce qu'il va. Le style de dessin de Yuji Kaku est efficace. À certains moments, il me rappelait un peu celui d'Hunter x Hunter, à la fois épuré, voire brouillon, mais toujours très expressif et détaillé. À la différence de Togashi, qui se concentre surtout sur les visages et les corps, Kaku, lui, met en avant son talent dans les vêtements, même s'il ne convainc pas toujours, reste pertinent dans la caractérisation des personnages. La chemise de Maruo, accompagnée de ses bandages au poing, dépeigne le côté décalé du personnage. Toujours à l'ouest, voire un peu pecno sur les bords, mais bagarreur. Le kimono d'Urara montre son respect pour la tradition, et ses cheveux en forme de corne trahissent sa double identité démoniaque. La veste en fourrure blanche de Doppo montre qu'il aime le confort et le luxe, ce qui va très bien avec son statut de boss mafieux ultra violent. L'opposition entre les deux facettes du personnage se retrouve jusque dans ses vêtements, et ça, c'est la base. Bon, ce n'est pas toujours hyper inspiré. Cotton, par exemple, est un biker, donc il est habillé en cuir, c'est tout. Mais même là, Yuji Kaku a la bonne idée de lui donner un manteau extrêmement long, ce qui accentue l'effet de vitesse, qui est la base du pouvoir de Cotton. Même en termes de composition, on sent qu'il a de la bouteille. Il utilise des planches d'une case intelligemment, de sorte à créer un impact sur les lecteurs, et n'en abuse pas trop non plus. C'est la base, certes, mais avoir les fondamentaux c'est bien plus difficile que ce que vous pouvez imaginer. Mais pour contrebalancer tout ça, le style très abrupt du dessin fait des siennes. Quand bien même Yuji Kaku gère bien les contrastes, des fois son style ne suit pas bien. C'est d'autant plus vrai dans le dernier tome où l'on sent que le rythme effréné de la prépublication fait du mal à son dessin. Tout ça mène à la conclusion suivante, ce n'est pas le dessin, le découpage, bref, la forme d'Ayashimon qui a causé sa chute. Alors voyons ce qu'Ayashimon nous raconte, et surtout, comment il nous le raconte.
Ayashimon raconte avant tout l'histoire d'Urara, une jeune fille en quête de vengeance. Elle veut escalader la hiérarchie de la mafia pour trouver des réponses aux mystères qui entourent la mort de son père, Kyo, le précédent boss. Une histoire qui promettait du mystère, des jeux de pouvoir et d'influence, des alliances, des trahisons et du drama. Bref, tous les éléments étaient réunis pour que ça marche. Mais le véritable problème de ce manga, qui a fini d'achever le récit avec l'accélération finale, c'est bien évidemment son personnage principal, Maruo Kaido. Comment expliquer à quel point rien ne va avec ce personnage? Niveau design, même si son côté décalé est relativement bien représenté, le tout fait vraiment pauvre. Rien dans son visage ne le fait sortir du lot, tout sonne fade dans son chara design. Sans même le comparer aux autres personnages d'Ayashimon, Maruo fait tâche comparé aux autres héros du Shonen Jump. Il n'a pas la simplicité exotique de Luffy, les couleurs et le visage marqué de Naruto, la tenue d'Ichigo qui donne de plus en plus l'apparence d'une faucheuse. Même Gonfrix est moins générique avec ses vêtements exagérés et sa canne à pêche. On aurait pu espérer une évolution de design au fur et à mesure du récit. Par exemple, à la toute fin de l'œuvre, il porte une veste de costume. Mais ça, on ne le saura jamais et Maruo aura toujours un chara design pauvre. Cependant, ce n'est que la surface du problème. Maruo est l'archétype de l'outsider, ce personnage qui découvre un nouvel univers et qui apprend comment il fonctionne au fur et à mesure du récit. D'un point de vue narratif, c'est un procédé extrêmement efficace, car le héros, auquel le lecteur s'identifie, apprend en même temps que ce dernier les règles qui régissent son univers. Par exemple, dans Bleach, Ichigo apprend tout au long du récit les règles qui régissent le monde des morts. Qu'est-ce que sont les Hollows? Comment fonctionne la Soul Society? Qu'est-ce qu'un Quincy? Etc. En se servant d'Ichigo comme prétexte à exposer de l'information, l'auteur peut expliquer librement au lecteur comment marche son univers. En théorie, c'est censé être la même chose pour Maruo dans Ayashimon. Mais le problème, ce n'est pas que Yuji Kaku distribue mal les informations. Le problème, c'est que Maruo s'en fout. Maruo n'en a rien à foutre de l'histoire d'Urara. Son seul intérêt à la suivre, c'est la bagarre, parce que... c'est comme un manga, lol. Certes, après son combat contre Doppo Araki, il a un déclic, la volonté de protéger Urara, mais quand bien même, son attention, son but, tout ce qui fait avancer son personnage n'est pas lié au récit. L'intérêt de l'histoire d'Ayashimon réside dans le mystère qui entoure la mort de Kyo et son rapport avec les autres personnages, qu'ils soient gentils ou méchants. Maruo s'en cogne de tout ça, à aucun moment il prend le temps de s'intéresser au syndicat Enma ou à l'œuvre de Kyo. Le personnage principal n'est pas concerné par son propre récit. Urara est un bien meilleur protagoniste à ce niveau-là, vu qu'elle est connectée consciemment ou non à tous les autres personnages, sans pour tout savoir ce qui en fait une héroïne idéale. Mais non, on se concentre sur Maruo, qui n'est qu'un porte-flingue débile, qui avance que pour protéger sa boss et parce qu'il aime la bagarre. Ayashimon a littéralement un personnage fonction en tant que personnage principal, et ça c'est la pire erreur que puisse faire un auteur. Parce que le problème, ce n'est pas qu'on perde de vue le but du récit avec le je m'en foutisme de Maruo. Le problème, c'est qu'il est chiant. C'est un parasite, il s'accapare une trop grande partie du récit pour son évolution de personnage qui apprend pourquoi se servir de sa force. Mais cette intrigue, même si elle est plutôt rondement menée, est niaise et fade. Elle n'atteint pas du tout la portée dramatique de l'intrigue d'Urara. Yuji Kaku a écrit une histoire franchement cool autour de Yakuza et de Yokai, et il s'est dit... tiens, et si je foutais tout en l'air avec un protagoniste générique et fade au possible? Et c'est vraiment dommage parce que, thématiquement parlant, Maruo n'est pas dénu d'intérêt. C'est un enfant battu qui est devenu extrêmement fort par nécessité, inspiré par les héros de son enfance. Et une fois arrivé au sommet de la colline, il ne sait pas quoi faire de sa force. Il est trop puissant pour obtenir une satisfaction qu'il ressentait en lisant ses mangas. C'est avec Urara et Ten qu'il comprend enfin à quoi sert sa force, à protéger les autres. Imposer cette logique très shonen au monde très violent des Yakuza, c'est certes très niais, mais en soi ça fonctionne. Yuji Kaku oppose la logique des mafieux, celle des forts qui oppriment les faibles, à la logique des héros de shonen qui protègent les faibles. Ça marche encore plus avec Urara. Elle qui au début était une mastermind, n'hésitant pas à sacrifier ses pions, comme Maruo ou sa majordome qui l'a pratiquement élevée, finit par devenir une vraie figure protectrice, prête à refuser des alliances juste pour garder deux pecnos parce que ce sont ses amis. Encore une fois, c'est très niais, mais c'est très shonen. Il y a même plusieurs bonnes idées comme la dynamique de combat entre Maruo et Urara, qui risquent chacun la vie de l'autre. Mais cela n'enlève rien au fait que Maruo reste chiant, et au bout d'un moment ça devient très frustrant. Sa gimmick autour des mangas, même si elle est tenue jusqu'au bout, reste très superficielle. Ce n'est pas un commentaire méta, ce n'est qu'un calque pour caractériser l'évolution de Maruo en parallèle d'autres héros comme Goku, Kenshiro ou Jotaro. Mais encore une fois, ça ne pallie pas son manque d'implication dans l'intrigue. On se fiche de son évolution car lui aussi s'en cogne. Il n'a pas de véritable but, ou alors s'il en a un, il n'est pas assez justifié ou établi en amont pour que ce soit pertinent. Luffy veut devenir le roi des pirates parce qu'il a été bercé par les histoires d'un homme qui lui a sauvé la vie. Il avance pour ses rêves et parce qu'il a une dette. Naruto veut devenir Hokage, le ninja le plus fort du village, parce que toute sa vie il a été dénigré par la population, il cherche leur respect. Edward et Alphonse recherchent la pierre philosophale pour récupérer leur corps perdu suite à une transmutation interdite. Ils avancent par culpabilité
stabilité. Bien sûr, tous les héros ne fonctionnent pas comme ça. Son Goku par exemple ne fonctionne pas du tout comme ça. Mais Ayashimon ce n'est pas comme Dragon Ball. Avec une histoire comme celle d'Ayashimon qui possède un début et une fin assez claire d'entrée de jeu, à savoir commencer tout en bas de l'échelle pour finalement devenir le boss et découvrir la vérité autour de la mort de Kyo, et bien on ne peut pas se permettre un tel égarement avec le personnage principal. Maruo est un personnage trop proche de Goku alors qu'il évolue dans une histoire à la One Piece ou à la Naruto. C'est pour cette raison qu'Urara fonctionne en tant que personnage principal mais pas Maruo. Pour le faire marcher dans une telle histoire, Maruo aurait dû être un personnage à la Guts de Berserk, qui hésite constamment entre s'oublier dans sa rage meurtrière et l'envie de protéger ses êtres chers. On peut même faire un vrai parallèle avec Urara, qui hésite entre son côté démoniaque et vicieux et son côté plus humain et empathique. Ainsi les deux personnages évolueraient en prenant le même chemin à deux malgré les embûches. Ce genre de personnage, toujours sur le fil, aurait fonctionné dans une histoire de Yakuza. Je sais, ce n'est pas très juste de comparer Yuji Kaku à Kentaro Miura, mais cette erreur a coûté la vie à son manga. Je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais je pense que le personnage de Maruo est fortement lié à la dépréciation du public. Le manga a toujours été mal noté dans le Weekly Shonen Jump. Ça veut donc dire que ce qui posait problème au lecteur était déjà là depuis le début, et n'est pas la conséquence d'un choix controversé de l'auteur. Et le manga sombre. Maruo bat trop rapidement l'un des personnages les plus forts de son univers, comme si Luffy battait Kaido au tome 2. Il apprend une énergie ésotérique sans saveur, bourrée de termes compliqués expliqués à la va-vite. Il suit les enseignements d'un vieux maître bizarre, un poncif surexploité dans le shonen. Son entraînement est superficiel et fade, très loin de ceux de Naruto ou d'Hunter x Hunter. Il finit par affronter des méchants fades dans une ambiance bon enfant qui tranche complètement avec le reste du récit, et il finit par terminer le combat grâce au pouvoir de l'amitié, comme voulait le dire le manga, sauf que non, parce qu'à la fin il se bat tout seul contre Doppo, donc au final le manga ne sait pas ce qu'il voulait dire. Et c'est ainsi qu'Ayashimon meurt au bout de 25 chapitres laborieux. Une seule erreur, celle d'avoir fait de son héros un personnage fade et déconnecté du récit, lui a suffi à se faire tuer. Tout le long de cet épisode j'ai craché ma haine sur ce manga, donc on peut penser que c'est une bonne chose qu'il se soit fait annuler, mais je ne pense pas. Certes, Ayashimon avait un énorme problème dès le début, mais ça n'empêche pas qu'il avait des qualités. Le dessin, bien qu'inégal, faisait le taf. Urara, même si elle était plutôt classique, était bien écrite, et le mystère autour de la mort de Kyo et de son testament était intriguant. Yuji Kaku avait encore pas mal d'idées pour son œuvre, notamment autour des jeux d'influence du syndicat Enma, les Maribito ou encore le bureau Onmyo. Il essayait même de résoudre le problème de Maruo en le connectant de plus en plus avec Urara. À vrai dire, je pense même que l'annulation était sûrement la pire chose qui puisse lui arriver dans son cas. Non pas que les intrigues auraient été forcément bonnes après ça, mais au moins elles auraient été là. L'auteur avait encore plein d'idées en tête. À vrai dire, je suis presque tout le temps contre l'annulation d'un manga. Ayashimon n'a jamais été aussi mauvais qu'au moment où son annulation approchait. L'épée de Damoclès qui pesait au-dessus de sa tête lui a été fatale, bien plus que ne l'était le problème de Maruo, une véritable spirale infernale de laquelle on ne peut plus sortir. Tu vois que les gens n'aiment pas ton manga, du coup tu te dépêches de tout écrire de sorte à pouvoir tout raconter avant qu'il se fasse annuler, du coup tu fais encore plus de la merde, du coup les gens aiment encore moins, du coup tu te dépêches encore plus. Si on lui avait laissé le temps, Ayashimon aurait pu s'en sortir. Jujutsu Kaisen, l'un des mangas à succès actuels, avait le même problème qu'Ayashimon. Yuji était trop déconnecté de l'intrigue, ses réactions et ses choix manquaient de poids, mais avec des bons choix de la part de son auteur, le manga a pu survivre. Ayashimon n'a malheureusement pas pu marcher dans ses pas. L'affaire Ayashimon était enfin résolue, comme quoi savoir écrire un héros n'est pas aussi simple qu'on ne le pense, n'en déplaise aux détracteurs de One Piece. Mais maintenant je dois m'attaquer à un plus gros morceau.